Bonjour à tous, avant d'attaquer la suite du cours de la mécanique de fluide, rappelons brièvement le fil conducteur jusqu'ici pour comprendre pourquoi on introduit maintenant la dynamique des fluides. Nous avons établi que pour un fluide parfait avec une viscosité nulle, le principe fondamental de la dynamique appliqué sur une particule de fluide donne les équations de l'air qui sont présentées comme dans le résultat suivant. Et puis, nous avons aussi introduit la conséquence, le résultat du théorème d'Euler, les équations qui seront intégrées le long d'une ligne de courant en régime permanent, incompressible, nous ont donné le théorème de Bernoulli. Cette relation, on a dit que c'est une conservation de l'énergie mécanique qui suppose qu'aucune dissipation de l'énergie mécanique ne se produit dans l'écoulement. Or, tout fluide réel possède une viscosité qui introduit des frottements internes selon la loi de Newton que nous avons introduite au début, à savoir la contrainte tangentielle qui dit que taux égale μ, la viscosité dynamique, fois le gradient de vitesse. Et donc, c'est une dissipation d'énergie mécanique présentée sous forme de chaleur. Donc, maintenant, à ce stade-là, on a vu aussi les tubes de Venturi et le tube de Pitot. On les verra comme des exemples d'application dans les exercices. Nous allons maintenant réintroduire ce que nous avions volontairement mis de côté dans la partie précédente, c'est la viscosité. On dit que dans un fluide réel, le tenseur de contrainte ne se limite plus à une seule pression isotrope, il comporte une partie de pression et une partie visqueuse. Sigma égale la pression fois le tenseur identité plus taux, le tenseur des contraintes visqueuses, présenté dans cette formule-là. Pour un fluide newtonien, la loi de comportement va s'écrire comme suit. C'est la généralisation, comme on dit, tridimensionnelle de la loi de Newton qu'on avait vue pour l'écoulement entre deux plaques. Donc ça, c'est la remarque utile que je vais introduire par la suite. Voilà. Pour une viscosité dynamique constante et un écoulement incompressible, la résultante volumique des forces visqueuses se réduit simplement à μ fois le Laplacien vectoriel de V. On va reprendre maintenant le bilan de quantité de mouvement. C'est exactement comme ce qu'on a fait en Euler pour la démonstration des équations d'Euler. Et cette fois-ci, on va ajouter la force visqueuse à la pression et à la pesanteur. Rappelez-vous ce qu'on a fait dans la vidéo de la partie 3, quand on a démontré l'équation d'Euler. On avait un terme de viscosité qui était nul, un terme de pesanteur et un terme de pression. Là maintenant, on a les trois termes. Ce qui nous donne, en utilisant à nouveau la dérivée particulière, les fameuses équations de Navier-Stokes. Je vais insister sur un point qui a des implications considérables, y compris en dehors de la mécanique des fluides. Ce sont 4 équations scalaires, 3 équations de quantité de mouvement, plus une équation de continuité. Donc pour 4 inconnus, on a le U, le V, le W et P, la pression. Ce sont des équations non linéaires à cause de termes convectifs. Et à ce jour-là, il n'existe aucune solution générale connue de ces équations dans le cas tridimensionnel général. C'est même l'un des 7 problèmes du prix de millinéaire de l'Institut Clay, doté d'1 million de dollars, pour démontrer justement l'existence et la régularité des solutions de Navier-Stokes en 3 dimensions. C'est vous dire à quel point ces équations d'apparence simple cachent une complexité mathématique redoutable. Heureusement, dans de nombreux cas pratiques, on peut simplifier considérablement ces équations. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines parties. Donc là maintenant, on va reprendre les équations de Navier-Stokes pour démontrer le nombre de Reynolds. Prenons les équations de Navier-Stokes et adimensionnons-les, c'est-à-dire on va les exprimer avec les grandeurs sans dimension, en choisissant une longueur caractéristique L, une vitesse caractéristique U de l'écoulement. On obtient une équation où apparaît un nombre sans dimension, qui pondère l'importance relative du terme visqueux. C'est là ce qu'on appelle le nombre de Reynolds, ce qui est égal à ρ fois U fois L sur μ. Il représente le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses. Ce nombre gouverne complètement la nature de l'écoulement. Si vous voyez là par la suite, si on a un nombre de Reynolds petit, l'écoulement est dominé par la viscosité. C'est typiquement le cas des écoulements qui sont très très longs, à très petite échelle. Pour un Reynolds modéré, on est dans un régime laminaire. Les couches, les fluides, ils vont glisser les unes sur les autres de façon ordonnée. Et justement, pour un Reynolds grand, on bascule en régime turbulent, l'écoulement devient chaotique.
Et en conduite circulaire, vous avez un ordre de grandeur. La transition se produit généralement autour de Reynolds entre 2000 et 2300. C'est une valeur à connaître absolument parce qu'on va l'utiliser constamment pour savoir quel type de formule appliquer dans un problème d'hydraulique. Nous allons maintenant appliquer les équations de Navier-Stokes à deux cas particuliers où l'on peut obtenir une solution analytique exacte. L'écoulement de Couette-Plan. J'ai déjà fait une vidéo sur l'écoulement Couette, vous pouvez la consulter. Celui qu'on a déjà évoqué pour introduire la viscosité. Vous avez deux plaques planes, distantes d'une certaine distance h. La plaque du haut se déplace à la vitesse u, la plaque du bas, elle est fixe, sans gradient de pression imposé. Dans ces conditions, les équations de Navier-Stokes vont se réduire à cause de la simplicité géométrique du problème. La dérivée seconde de u par rapport à y est nulle. Et dans ce cas, en faisant la simple intégration deux fois, on va obtenir la vitesse u de y est égale à ay plus b. Solution parmi d'autres des équations différentielles. Et les conditions limites, on a u à la paroi fixe est nulle, donc y0 est nul, et u à la paroi h égale sa valeur, qui est la vitesse de la paroi qui est mobile. Le résultat que nous retrouvons, c'est un profil de vitesse qui est linéaire, u fois y sur h. La contrainte du cisaillement-taux sera égale mu fois u sur h, qui est une constante dans toute l'épaisseur du film fluide. Ça, c'est d'une part. Donc l'application 1, c'est l'écoulement Couette qui est le plus simple. On a un profil linéaire de la vitesse. Maintenant, on va passer à un écoulement Poiseuil. Dans une conduite cylindrique de rayon R, ici, ce qui entraîne l'écoulement n'est plus le mouvement d'une paroi, mais c'est un gradient de pression le long de la conduite, qu'on note d 2p sur d 2x, où ΔP, c'est la chute de pression sur la longueur de la conduite, elle. Donc on va écrire l'équilibre entre les forces de pression et le frottement qui est pariétal. On va intégrer cette équation avec la condition d'adhérence, c'est-à-dire qu'on va remplacer les valeurs de petit r et grand R pour rechercher justement le profil de vitesse. Retenez bien la formule de ce profil, c'est une parabole. Dans ce cas, c'est une différence fondamentale avec l'écoulement turbulent, dont le profil est beaucoup plus aplati, comme nous le verrons plus loin. Donc ça, c'est d'une part. Donc on a vu deux configurations, Couette, profil linéaire, Poiseuil, profil parabolique. Une deuxième conséquence qu'on devrait chercher, c'est le débit. Débit volumique au sein de la conduite. On va intégrer ce profil de vitesse sur toute la section de la conduite et on obtient le débit volumique. Et on aboutit à la fameuse loi de Hagen-Poiseuil, la suivante. Et c'est une formule à retenir absolument parce qu'elle a des implications physiques très fortes, notamment en hydraulique. Le débit est proportionnel à sa puissance quatrième du rayon. Cela signifie que doubler la conduite multiplie le débit. C'est un résultat qui a des applications considérables, y compris en physiologie. C'est cette loi qui explique pourquoi une légère réduction du diamètre d'une artère a un effet dramatique sur le débit sanguin. Une conséquence immédiate, importante, on peut également déduire la vitesse moyenne. Et on montre que la vitesse maximale au centre de la conduite vaut 2 fois la vitesse moyenne. Donc, maintenant, on va passer à un écoulement turbulent. Et au-delà du nombre de Reynolds critique, l'écoulement devient instable. Là, on observe justement du chaos, des fluctuations chaotiques tridimensionnelles qui se produisent dans toutes les échelles, spatiales et temporelles. Pour traiter ce problème, on utilise généralement la décomposition de nombre de Reynolds. On va écrire chaque grandeur U comme la somme d'une valeur moyenne de U bar et une fluctuation U' de moyenne nulle. En moyennant les équations de Navier-Stokes avec cette composition, on fait apparaître un terme supplémentaire appelé le tenseur de Reynolds. Ce terme représente le transport de quantité de mouvement par les fluctuations turbulentes elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle le problème de fermeture de la turbulence, ce qui est au cœur de toute la recherche de modélisation numérique des écoulements qui sont turbulents. On va passer maintenant à Bernoulli généralisé et perte de charge. On revient pour Bernoulli, mais on va l'appliquer
pour un cas réel. Au passé, on a fait appliquer Bernoulli pour un cas parfait. Donc un écoulement sans viscosité. Maintenant, pour un fluide réel, pour tenir en compte des pertes d'énergie dues au frottement et de l'apport éventuellement de l'énergie par une machine hydraulique. On écrit, dans ce cas, où en AHM, c'est l'énergie apportée par exemple par une pompe, et delta H représente les pertes de charge. On distingue deux types de pertes de charge. On a perte de charge linéaire et perte de charge singulière. Linéaire ou répartie due au frottement le long des parois de la conduite. Là, vous avez delta HM. Le coefficient F, on a dit, dépend du nombre de Reynolds et en régime turbulent également de la rugosité relative de la paroi. C'est ce qu'on détermine classiquement à l'aide de la bague de Modi. Et puis, les pertes de charge localisées et dues aux accidents de conduite. On a des gouttes, on a des vannes, on a des élargissements, des rétrécissements. Au cas, c'est le coefficient de perte de charge singulière, tabulé selon le type d'accident. Contrairement à un écoulement en charge dans une conduite pleine. Ici, la hauteur d'eau devient une inconnue du problème. C'est une différence conceptuelle fondamentale dans ce cas, et le paramètre qui gouverne ces écoulements, c'est le nombre de Froude, égal V sur la racine carrée de G fois H, qui compare les forces d'inertie avec les forces de gravité. Et on va distinguer deux cas. Si on est dans un régime fluvial, le nombre de Froude sera inférieur à 1 et l'écoulement sera relativement lent et dominé par la gravité. Le cas contraire, un régime torrentiel où le nombre de Froude sera supérieur à 1, où l'écoulement est rapide, dominé par l'inertie. Et finalement, on a le troisième cas, le régime critique, quand le nombre de Froude est égal exactement à 1. En régime uniforme, c'est-à-dire la hauteur de l'eau ne varie pas le long du canal. Et la gravité doit fortement équilibrer le frottement pariétal contre les parois. On va utiliser la loi de frottement empirique, puisque la turbulence en canal ouvert résiste à une résolution qui est purement analytique. On obtient ce qu'on appelle la célèbre formule de Manning-Strickler, qui est la suivante. Donc V égale 1 sur N fois RH, le rayon hydraulique, puissance 2 tiers, fois I, la pente du canal, puissance 1 demi, où N, c'est le coefficient de rugosité de Manning, qui dépend de la nature du canal. On va introduire maintenant la notion d'énergie spécifique pour un canal qui est dans ce cas rectangulaire, de largeur B et de débit volumique fixe. On va chercher le minimum de cette énergie par rapport à une hauteur, à débit, comme j'ai dit au début, fixé. On va annuler la dérivée et on va retrouver ce qu'on appelle la hauteur critique, qui est égale à la racine de GHC, et pour laquelle précisément le nombre de Froude égale à 1. L'énergie spécifique est minimale exactement à l'état critique, qui sépare le régime fluvial à un régime torrentiel. Et c'est ce qui explique la valeur de Froude qui est égale à 1 dans le régime critique. Je vais faire une pause et on continuera le cours, Inch'Allah. C'est beau la science, vraiment c'est beau pour que vous le compreniez. Terminons cette partie par un phénomène spectaculaire qu'on observe fréquemment au pied des barrages et des vannes, c'est le réseau hydraulique. C'est une transition brutale d'un régime torrentiel à une valeur de Froude supérieure à 1 vers un régime fluvial à une valeur de Froude qui est inférieure à 1. Accompagné d'une forte dissipation d'énergie turbulente. Comme le phénomène est très dissipatif, on ne peut pas utiliser la conservation de l'énergie dans ce cas. Bernoulli ne s'applique pas à travers un réseau. En revanche, on peut utiliser la conservation de la quantité de mouvement, ce qui donne la relation de Bélanger. C'est cette relation qui permet de calculer la hauteur d'eau après le réseau, connaissant les conditions en amont. Et elle est essentielle aujourd'hui pour dimensionner les bassins de dissipation d'énergie en aval des ouvrages hydrauliques. Voilà. Maintenant, on va passer aux écoulements potentiels que nous avons introduits au début. On va commencer par le potentiel de vitesse. On va revenir maintenant à la notion d'écoulement irrotationnel. On a introduit dans les parties précédentes ce qu'on appelle la vorticité, le tourbillon. Donc on a dit pour un écoulement irrotationnel, la vitesse V dérive d'un potentiel scalaire phi
on obtient la divergence de gradient de phi égale à 0, c'est-à-dire le Laplacien de phi égale à 0. C'est l'équation la plus étudiée de toute la physique mathématique. On va la retrouver en électrostatique, on va la retrouver dans la gravitation, en thermique stationnaire, etc. Donc, maintenant, pour un écoulement plan, on va introduire une seconde fonction, c'est la fonction de courant, psi xy, qui est définie par cette relation. Vous avez U égale la dérivée de psi par rapport à y, et égale moins la dérivée de psi par rapport à x. Cette construction assure automatiquement la divergence de V est nulle, quelles que soient les fonctions psi choisies. Voici quelques éléments importants qu'on peut ensuite combiner par superposition. Vous avez écoulement uniforme lorsque phi égale ux, qui représente le courant rectiligne à une vitesse constante. Vous avez aussi la source ou bien le puits, lorsque phi égale à q sur 2pi fois le logarithme de r, qui représente un fluide qui converge depuis un point. Le tourbillon, lorsque vous avez phi égale à gamma sur 2pi fois θ, qui représente un écoulement circulaire autour d'un point comme un vortex, par exemple. Et voici l'exemple qui illustre magnifiquement la puissance de la superposition. Donc, en combinant les écoulements uniformes et un doublé, on obtient l'écoulement potentiel autour d'un cylindre. Le suivant, c'est un résultat obtenu, par exemple, en additionnant deux solutions élémentaires qui décrivent correctement, en dehors de la couche limite, l'écoulement réel d'un fluide contournant un obstacle cylindrique. Nous arrivons à la dernière grande notion de ce cours. C'est une notion qui vient de réconcilier deux mondes qu'on a présenté comme opposés jusqu'ici. Le fluide parfait sans viscosité et le fluide réel avec viscosité. Le problème est le suivant. À la paroi, les conditions d'adhérence imposent que la vitesse du fluide soit strictement nulle, même à très grand nombre de Reynolds, même pour un fluide très peu visqueux, comme l'air par exemple. Or, la théorie de fluide parfait, elle autorise une vitesse non nulle à la paroi, ce qui semble contradictoire. C'est Prandtl qui a résolu le paradoxe apparent au début du XXe siècle, avec une idée d'une simplicité géniale. Les effets visqueux, aussi petites que soit la viscosité, ne peuvent jamais être complètement négligés. Mais ils se concentrent dans une région extrêmement fine, près de la paroi, ce qu'on appelle la couche limite d'épaisseur delta X. En dehors de la couche limite, l'écoulement se comporte comme un fluide parfait. Et on peut y appliquer toute la théorie qu'on a développée dans la partie 9. À l'intérieur de la couche limite, en revanche, la viscosité domine. Et celle qui impose la condition d'adhérence à la paroi. Et en vrai, c'est une idée qui a, on dirait, révolutionné l'aérodynamique moderne, en permettant de découpler le problème en deux régions traitées séparément, chacune avec des équations simplifiées, adaptées à un cas particulier. Pour une couche limite laminaire, la solution dans ce cas, ça sera celle de Placius, qui nous donne l'épaisseur de la couche limite, delta x, en fonction de la distance au bord d'attaque, qui est approximativement égale 5 fois x divisé par la racine carrée du nombre de Reynolds local. On en déduit également un coefficient de frottement local, le suivant, qui est égal à 0,664 divisé par la racine carrée du nombre de Reynolds local, qui permet de calculer la force de traînée due au frottement visqueux sur une surface. Avant de conclure, je voudrais qu'on prenne un peu de recul et qu'on regarde l'ensemble de ce qu'on vient de construire, parce que je pense que c'est important de voir la cohérence globale de ce que nous avons construit le long de ce cours-là. En statique, vous avez l'équation maîtresse, c'est le gradient de P, gradient de pression qui est égal à ρ fois G. La continuité s'écrit en général comme la dérivée partielle de ρ par rapport à T, plus la divergence, dans ce cas de ρ fois V, qui est égal à 0. Pour un fluide parfait, on utilise les équations de l'air, et leur intégrale, le long de la ligne de courant, on va trouver le théorème de Bernoulli. Et pour un fluide visqueux, on va utiliser les équations de Navier-Stokes. En régime laminaire, on va utiliser en conduite la loi de Poiseuille, qui donne le débit volumique QV sous cette formule qui est importante.
Et en régime turbulent, on va utiliser la formule de Darcy-Weisbach qui permet de retrouver cette formule-là. Pour la surface libre, Manin-Strickler, comme dans la formule mis en place. Et pour les écoulements potentiels, l'équation de Laplace, le Laplacien de phi égale à 0. Donc là, vous voyez que tout ce cours-là, en réalité, découle d'un petit nombre de principes physiques fondamentaux. Conservation de masse, conservation de la quantité de mouvement, la conservation de l'énergie, appliquée dans des contextes qui sont de plus en plus spécifiques. Et d'autre part, on a les hypothèses simplificatrices. Je voudrais insister sur 3 messages importants. Premièrement, la mécanique des fluides, c'est une discipline qui repose sur 3 principes qu'il faut avoir absolument constamment en tête. La conservation de la masse, la conservation de la quantité de mouvement, conservation de l'énergie. Et chaque équation que nous avons établie, aussi complexe puisse-t-elle sembler, n'est jamais qu'une déclinaison particulière de l'un de ces 3 principes. Deuxièmement, 2 nombres sans dimension pilotent l'essentiel du comportement des écoulements que vous rencontrez en pratique. Le nombre de Reynolds qui gouverne la transition en régime laminaire, régime turbulent, et le nombre de Froude qui, lui aussi, gouverne la transition entre régime fluvial et torrentiel dans les écoulements à surface libre. Et si vous ne deveniez retenir que 2 nombres de tout ce cours, ce serait cela. Et troisièmement, les cas analytiques que nous avons étudiés en détail et que nous allons retrouver dans des exercices. Couette, Boiseuil, les écoulements potentiels, qui ne sont pas des simples exercices académiques, mais ils sont des exercices et des problèmes de référence qui représentent des solutions exactes et qui servent aujourd'hui encore à valider des codes de simulation numérique en mécanique des fluides. Ce qu'on appelle aujourd'hui CFD, Computational Fluid Dynamics. Avant de faire une confiance à une simulation dynamique, d'un écoulement, on vérifie toujours que le code retrouve correctement des solutions analytiques simples, qui s'inspirent de la théorie que nous avons étudiée le long de ce cours. Donc j'espère que ce parcours vous a donné une vision complète de cette discipline. C'est vrai que c'est une matière exigeante, mais c'est aussi l'une des plus belles disciplines et branches de la physique appliquée, parce qu'elle nous entoure absolument partout dans notre vie quotidienne et dans notre pratique d'ingénieur. Merci de votre attention et je reste bien sûr disponible pour toute question, toute remarque ou toute demande d'approfondissement sur l'un des points abordés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à la prochaine.